289 nouveaux guéris et 4e jour sans cas de décès. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour Info 7. Ces chiffres, vous le savez, c'est par rapport au coronavirus. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir le président du mouvement citoyen Mai Mai, allié de l'UNC. Il est aussi communicateur de Cash. Et avec Patti Katanga, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité. La formule est consacrée. Très heureuse de vous retrouver, Patti Katanga. Merci beaucoup, madame, moi aussi. Le procès pour Vital Kamerhe pour VK, c'est le 7 août. Et on le sait déjà que les avocats français n'ont pas accès ou ne viendront pas en République démocratique du Congo. Alors la toute première question, est-ce que c'est interdit à un avocat qui exerce à Paris ou ailleurs de venir plaider pour son client ici en RDC? Non, est-ce qu'il y a des lois qui interdisent cela? Non, ce n'est pas interdit, d'autant plus que dans notre constitution, les droits de la défense sont sacrés. Quand on arrête quelqu'un, lorsque quelqu'un est inculpé, lorsque quelqu'un est en prison, tout le monde a le droit de se défendre. Par n'importe quel moyen, mais vous avez suivi aussi la réponse de notre pays qu'on n'a pas d'accord par rapport à cela. Donc un avocat du barreau, par exemple, de Paris, ne peut pas prester automatiquement ici à Kinshasa ou en RDC. En la matière, il y a des conventions. Il y a des conventions bilatérales entre les pays. Et lorsqu'il y a convention, cela ne pose pas de problème. Donc on peut les plaider. Dans le pays, nous avons des conventions. Mais lorsqu'il n'y a pas de convention, il y a une pratique. Lorsqu'il n'y a pas de convention, l'avocat qui va plaider dans un autre pays, où il n'y a pas de convention avec son pays, cet avocat va venir derrière un avocat local, inscrit au barreau. C'est ça la pratique. Okay. Et Vital Kamerhe a des avocats inscrits au barreau, des avocats congolais inscrits au barreau. Donc le problème ne se posait pas. Donc il va arriver, il n'y a pas de convention, d'accord, mais puisque la pratique est que les droits de la défense sont sacrés, il faut que tout le monde se défende. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de convention, l'avocat arrive et il est derrière les avocats locaux, inscrits au barreau. Le 7 août, ce sera son procès en appel. Vous êtes communicateur, vous êtes allié de l'UNC. Est-ce qu'a-t-il de chance vraiment de recouvrir sa liberté à travers ce procès? Est-ce que certaines vérités seront rétablies selon vous? Ces chances sont quasiment à 100% d'être acquittés. Parce que, au premier degré, le premier jugement auquel nous avons assisté, je suis désolé, mais ce n'est pas l'état de droit, c'est une parodie de justice. Et on peut énumérer les éléments prouvant que nous sommes face plutôt à un complot contre Vital Kamerhe, un complot politique, que face à un procès équitable dans un état de droit. Vous insistez toujours que ce procès est politique? Le procès est éminemment politique et on peut vous énumérer les éléments. Je vous en prie. Un ou deux éléments. Ok. Le juge est mort. Le juge est mort. Et la République démocratique du Congo nous dit que les juges avaient été frappés. Et on n'a pas arrêté ceux qui ont frappé les juges et on n'a même pas interrogé les gardes du juge parce que les juges étaient gardés matin, midi, soir. Qui a frappé les juges? Et pourquoi? Nous pensons que les juges auraient refusé de cautionner cette parodie. Voilà pourquoi on a éliminé les juges. On devrait nous donner, la République démocratique du Congo nous donner, ne fût-ce que l'arrestation, ne fût-ce que entendre les gardes du juge, ne fût-ce que les entendre, puisque ce sont eux qui étaient commis à la garde du juge. Mais aucun de ces gardes n'a jamais été entendu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Deuxième élément. Nous sommes au procès. Les avocats de Vital Kamerhe soulèvent une exception d'inconstitutionnalité. La Constitution est claire. Lorsque dans un procès, une des parties soulève une exception d'inconstitutionnalité, les juges ont le devoir impérieux de surseoir et d'envoyer le problème à la Cour constitutionnelle. Et que les juges... n'a pas été fait? Non. Les juges du premier degré est passé outre, violant ainsi la Constitution. Alors que lui n'est pas juge constitutionnel. Lorsqu'on pose une exception de constitutionnalité, c'est au juge constitutionnel de lever cette doute. Mais les juges du premier degré ont refusé carrément. Troisième élément, ça serait peut-être le dernier. On peut tout dire de Bilomba, les témoignages de Bilomba Marcelin. Mais au moins Bilomba Marcelin amène un document. Et il dit, ce n'est pas 57 millions. C'est 66 millions et il assume.
Et il sort un document, il dit que c'est un document qui sort de la Banque centrale. On avait entendu la chaîne des dépenses, donc l'ancien ministre de Finances, l'ancien ministre du Budget, le gouverneur de la Banque centrale, tous ont dit 57 millions. Bilomba arrive, il dit, j'ai un document, c'est pas 57 millions, c'est 66 millions. Il y a un élément nouveau. S'il y a un élément nouveau. On devait entendre le gouverneur de la Banque centrale. S'ils ont menti. S'ils ont menti sous serment. Où est passé les 9 millions? Il y a une ratio entre 57 millions et 66 millions. Où sont passés les 9 millions? Les juges avaient le devoir d'investiguer pour savoir où est passé les 9 millions. Il est passé outre. Procès, selon vous, éminemment politique. Donc, les 7 août ici, ce sera encore médiatisé parce que beaucoup disent que c'est la médiatisation à outrance de ce procès qui a défavorisé VK. Non. Le procès est public. Et nous avons demandé à ce que, on avait tout raconté, VK a volé 390 millions de dollars. On a trouvé 90 millions de dollars dans les comptes. Les réseaux sociaux avaient tout raconté. Les Congolais attendaient la vérité. Donc il fallait mettre ce procès devant la télévision, devant le monde entier, l'opinion nationale qu'internationale. Et je peux vous dire aujourd'hui, les gens sont en train de dire on n'a pas pu établir la véracité sur ces problèmes. Parce que personne n'a apporté, surtout pas l'accusation, et même pas les avocats de la République, les preuves irréfutables, les preuves matérielles des détournements de VK. VK a détourné combien finalement? Ok. Nous attendons donc ce procès le 7 août pour en savoir un peu plus. Il est toujours... Maurice, une minute. Il est toujours directeur de cabinet? Il est toujours directeur du cabinet en empêchement. En empêchement. Donc il touche son salaire. Si vous êtes en empêchement. Si vous êtes en empêchement. Il a tous ses avantages, le directeur de cabinet. Si vous êtes en empêchement, vous ne pourrez pas toucher les primes. Mais votre salaire, c'est ça l'état de droit. Votre salaire, vous serez versé intégralement. Prenons un exemple. Vous tombez malade. Vous êtes en empêchement, vous êtes à l'hôpital. Est-ce que l'entreprise ne vous paye plus? On continue à vous payer, bien qu'en empêchement, mais seulement les primes. Comme vous ne prestez pas pendant que vous êtes malade, on ne peut pas vous verser les primes. Okay. Merci beaucoup. Nous allons commencer, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, par la Covid. Nous allons constater un peu si le port obligatoire du masque est respecté ici à Kinshasa. Et nous allons parler aussi de la prévention contre la Covid-19 parce que cette maladie, elle est là. Vous le savez, moi j'aime m'ouvrir un tout petit peu dans le monde. Vous voyez comment en Europe, il y a la deuxième vague qu'on avait prédit. Il y a le reconfinement partout, même ici en Afrique du Sud. Les écoles sont fermées. Au Kenya d'ailleurs, c'est déjà fermé. En France, en Belgique, en Espagne, partout au monde, on reconfine. Donc la Covid est avec nous et même certaines études disent que nous allons vivre avec la Covid comme nous vivons avec la malaria. Donc merci mesdames et messieurs. Nous prenons le tout premier élément. Réaliser un spot de sensibilisation au coronavirus, voilà qui justifie la visite de Jolino Makelele à l'archevêché de Kinshasa. Donc voilà pourquoi il a pris son éminence de me recevoir à la suite de ma demande d'entretien. Et j'en suis très ravi. Je pense que nous aurons à faire des spots. Il a accepté de faire ces spots-là, un bref spot, et ce sera un spot qui va sûrement faire bouger les lignes, en tout cas convaincre pas mal de gens de ce que cette maladie existe effectivement. Et que surtout en cette période où on vient de décider la levée de l'état d'urgence, les gens pourraient être en situation de ne pas appliquer les gestes barrières. Et des messages comme ceux ou celui que pourrait distiller le cardinal, c'est vraiment important. Le porte-parole du gouvernement dit qu'il était important pour lui d'approcher un grand leader d'opinion auprès de qui l'aura dépasse un simple monde catholique. Il m'est apparu important, même indispensable, d'approcher celui qui représente l'Église catholique et qui a une aura qui dépasse même le simple monde catholique, afin qu'il nous aide à travers un spot à dire à la population que le coronavirus est à Solo et Boumaka. Pour rappel, Jolino Makelele avait initié un projet sous l'instigation du chef de l'État Félix Tshisekedi, celui de rencontrer les leaders d'opinion qui peuvent mieux faire passer le message sur la sensibilisation contre le coronavirus. Ils sont plus de 50 personnes, jeunes et vieux,
Interpellé par les éléments de la police du commissariat urbain de la commune de la Gombe pour n'avoir pas porté de cache-nez sur la place publique. Les victimes dénoncent la tracasserie policière. Pendant l'état d'urgence, beaucoup ont violé l'état d'urgence. Ils sont chez eux à la maison assis. Et comment on peut nous ridiculiser pour un cache-nez, hein? On nous a fait asseoir au par terre comme si on était des voleurs. C'est pas normal. Je savais même pas dire. Le commandant du commissariat urbain de la Gombe, le colonel Igor Mondelengolo, insiste sur le respect des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination, aux récalcitrants de s'en prendre à eux-mêmes. Lata kashine na yo toki ondimi na yo ke yo bela mais batela ngai batela mwasi na yo batela bana na yo po yo soki oboy kolata. Pati Katanga, vous avez suivi ces Kinois qui se plaignent des tracasseries. Ils ont dit, mais pour un cache-nez, on les humilie comme ça. Mais est-ce que ces Kinois comprennent la portée de porter, permettez la tautologie, en cache-nez par rapport à cette pandémie? Il y a un problème de déontologie, problème de communication. Nous sommes devant une pandémie très grave qui décime, et sous d'autres cieux, on avait déconfiné. Ils sont en train de réconfiner parce que ils ont constaté que le virus est en train de faire une mutation. Et donc, lorsque le virus est en mutation, il revient en force. Il est plus virulent que la phase d'avant. Et donc, ils ont des infrastructures qu'il faut. Mais ils reconfinent. Et nous, qui n'avons presque rien, un pays. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas communiquer avec la population. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire payer les amendes. Parce que si on prend l'objectif comme étant, il faut faire payer les amendes, d'abord il y a problème. Ces amendes-là étaient à 5 000 francs congolais. Et aujourd'hui, les policiers sont en train de faire payer 25 000 francs congolais. On connaît le pouvoir d'achat du Congolais. On ne fait pas de la pédagogie. Les policiers se prennent cet argent et la plupart des policiers, ils se les mettent dans la poche. Ça ne va pas dans la caisse de l'État. Parce que si on pose la question au gouverneur, combien les amendes en ce qui concerne le port de masque a déjà apporté, je ne sais pas si le gouverneur est capable de nous dire combien dans la caisse de la DGRK. Donc, l'objectif, ce ne sont pas les amendes. L'objectif, c'est plutôt de faire convaincre les Congolais que la maladie est là et qu'il est nécessaire de porter non seulement les masques, et aussi d'observer les mesures barrières. Déjà en amont, les gens ne comprennent pas si cette maladie vraiment existe, parce que déjà, on nous a dit, selon les chiffres d'aujourd'hui, merci Pascal, Stani Boujakera et Pascal Moulegua, merci à vous deux, 289 nouveaux guéris. Donc il y a aujourd'hui des guérison à la chaîne, et les gens se disent, mais bon, voilà, comme on a réouvert les aéroports, et bien on est en train d'inventer des guérisons pour que nous soyons cooptés dans la liste des pays qui peuvent envoyer les leurs en Union européenne. Vous avez suivi d'ailleurs la toute dernière message du ministre des Affaires étrangères, cette réciprocité, cette menace de réciprocité. Oui. Pourquoi on n'a pas mis la RDC dans la liste des pays dont le peuple peut accéder à l'Union européenne? Mais parce que nous n'avons pas des infrastructures ici, ils disent que pour aller... Mais pourtant on a des guéris par milliers. C'est ce qu'on nous dit, on a des guéris, mais ça pose même les problèmes. Et si on a des guéris, ben pourquoi alors les Congolais ne portent pas de masque, n'observent pas les mesures barrières? Parce que les Congolais eux-mêmes n'y croient pas à la maladie. Donc nous avons un problème. Et on guérit, mais on dépiste, le dépistage se fait à quel rythme? Moi je pense que si on devait avoir les tests de dépistage pour tous les Congolais, 80 millions de tests de dépistage, on aurait beaucoup plus de maladies. Mais malheureusement pour nous, nous n'avons pas les moyens. Le peu de moyens mis à notre disposition par l'OMS déjà pose problème. On commence à accuser tel ministre à détourner, tel, et il faut nous amener la clarté sur ces problèmes. Et donc l'Union européenne se protège. Moi je n'en veux pas à ceux qui se protègent.
L'Union européenne, mais cette menace de réciprocité, c'est quand même bon pour une fois et que nos autorités se lèvent pour dire vous nous refusez l'accès à l'Union européenne, nous vous refusons aussi l'accès en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui nous prouve que les Européens qui veulent venir chez nous n'ont pas la Covid? Mais nous n'avons qu'à installer les tests à l'entrée de nos frontières. C'est aussi simple que ça. Mais un internaute m'a dit de vous poser cette question. Pati Katanga, où est passé M. Jérôme Mouniangui, le docteur Jérôme Mouniangui? Moi, je ne sais pas. Il a eu à se plaindre. Une fois, j'ai suivi à la télévision qu'il avait demandé 20 malades pour tester son produit. Et que Mouyembe lui aurait dit les 20 malades ne veulent pas se faire tester, se faire soigner avec votre produit. Bon, peut-être qu'il est découragé. Mais en tout cas, on n'a pas de ces nouvelles. Que devient ce produit-là qu'on a appelé, qui est venu de Madagascar? Bon, moi, je ne sais pas. Les nouvelles de Madagascar ne sont pas assez bonnes. Non, pas du tout. Depuis un certain temps, il y a... Non plus. Alors, je ne sais pas. Il est passé où? Est-ce qu'il a été nommé quelque part? Est-ce qu'il est réparti en Europe? Est-ce qu'il a été découragé? Et puisqu'il a abandonné, on n'a pas de nouvelles. Bon, mais la cellule de lutte contre le Covid ne communique pas très bien. Ne communique pas bien. Aujourd'hui, les Congolais, c'est... parce que les policiers, ils se les mettent dans la poche. Si maintenant l'objectif est devenu l'amende. Non, au lieu que ce soit la lutte contre la propagation de la maladie, c'est maintenant l'amende. Vous avez des policiers qui n'ont même pas de masque. Mais sur le plan moral, ça pose un problème. Ils n'ont pas de masque, mais ils interpellent ceux qui n'ont... Ils n'ont pas de masque eux-mêmes, ils interpellent ceux qui n'ont pas de masque. Nous allons parler d'autre chose, mesdames et messieurs. Nous allons parler maintenant de... La reprise des cours, c'est un autre secteur très important. Les classements d'Info7, beaucoup me posent la question pourquoi je ne commence pas, par exemple, par le chef de l'État. Moi, je leur dis toujours, les priorités, c'est l'éducation. La priorité, c'est la santé. Puisque quand on n'a pas de santé, on est mort. Et quand on n'est pas éduqué, on est mort. Donc, voilà un peu comment j'ajuste mes éléments. Donc, la reprise des cours a été prévue pour ce 3. Mais selon les dernières nouvelles de l'EPST, c'est pour le 10. Oui. Donc, ce ne sera que les années terminales. Oui. Voilà. Et évidemment, les fonctionnaires qui ont fait leur sit-in devant la présidence de la République, nous allons en savoir un peu plus. Deuxième élément. Après plus de 3 mois des vacances imposées, les élèves vont renouer avec l'école à partir du 3 août prochain. Cette reprise se fera en 2 étapes, comme l'explique ici le ministre en charge de l'EPST. Ce calendrier scolaire réaménagé concerne dans un premier temps les classes terminales, à savoir la 6e année primaire et la 4e année des humanités, ex-6e année secondaire. Ce qui fait un total de près de 2 300 000 élèves sur une population scolaire estimée à près de 26 millions d'élèves. Les autres promotions sont appelées à prendre leur mal en patience. Les réflexions sont en train de se poursuivre, rassure Willy Bakonga, ce avant de donner les dates clés qui vont marquer cette reprise des cours, dont la clôture est prévue le 3 septembre. TENAFEP, du jeudi 13 au vendredi 14 août 2020. Examen d'État, session ordinaire, du lundi 24 au jeudi 27 août 2020. Dissertation, du lundi 17 août 2020. L'oral de français et la pratique professionnelle, du mercredi 19 au samedi 22 août 2020. Covid-19 oblige, le respect des gestes barrières et de stricte application, insistent les patrons de l'éducation nationale. Le respect de la distanciation physique, le lavage obligatoire des mains avant l'entrée à l'école, à la fin de la récréation et au moment de la sortie pour le retour à la maison et en toute autre circonstance. Il y a le prélèvement de la température, le port obligatoire du masque. Objectif, rappelle Bakonga, est qu'il ne soit enregistré aucun cas de coronavirus dans les établissements scolaires. Place Golgotha, la fonction publique.
Nous sommes loin des rassemblements monstres qui jadis caractérisaient cet espace mythique. Mais le style reste le même. Sifflet, vuvuzela pour attirer l'attention, calicot de fortune pour expliquer l'objet de la revendication. L'allègement de perd de 15% à 3%, vu que la vie est devenue très compliquée. Vous voyez le taux de dollar aujourd'hui, c'est à 20 000. Et on paye un fonctionnaire de l'État au taux de 93 000 francs. Au-delà de l'IPR, ces fonctionnaires disent avoir d'autres attentes. Depuis 2016, nous avons passé notre test et nous avons réussi avec brio. Je dirais ici que la compétence est d'attribution. Madame la ministre doit nécessairement nous affecter parce que ces problèmes ne sont pas un problème du président de la République ni du Premier ministre. C'est un problème du ministre de la fonction publique. En tout cas, Maman Yoyo, s'il vous plaît, affecte-nous. Depuis 2016, nous attendons cette affectation. Nous voulons sanctionner la ministre. Depuis qu'elle est là, elle ne trouve pas de solution pour la réforme. Elle nous a promis des choses, mais rien ne s'est fait. Elle nous a promis 20 milliards de dollars, de francs, pour compenser Covid. Mais jusque-là, le mois de juin, demain, on n'a rien dit. Alors nous voulons des solutions à nos problèmes. Déterminés, ces agents, quoique peu nombreux, espèrent que d'autres vont rallier le mouvement, tout en plaidant pour la poursuite des réformes au niveau de la fonction publique. Pati Katanga, vous avez suivi nos compatriotes, les fonctionnaires qui se plaignent tout d'abord de la cherté de la vie et du taux de dollar, hein, parce qu'eux sont payés pas au taux de 20 000 ou 20 100 combien aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu, je ne sais pas, est-ce que c'est pas un peu tuer la fonction publique? Mais il faut comprendre que d'autres pays traversent aussi des difficultés. Les fonctionnaires sont les citoyens congolais. Ils ne sont, sans oublier qu'en ce moment de Covid-19, il y a eu une perturbation qui est venue de l'extérieur et qui est venue perturber notre économie. Et nous avons des difficultés. Qu'à cela n'en tienne, il faut, pour les problèmes des enseignants du primaire et du secondaire, ne pas leur laisser l'idée qu'ils sont les laissés pour compte. Parce que le Congo est en train de faire face à un défi. L'enseignement est un défi national pour le Congo. Nous allons exister demain par l'intelligence ou nous allons disparaître. Ça veut dire, ceux qui auront l'intelligence, ils viendront nous prendre nos minéraux. Parce que nous n'avons pas d'intelligence. Donc, l'éducation est une priorité de priorité. Et il faut communiquer, il faut discuter avec les enseignants. Et pourquoi pas, on a fait ça pour les enseignants, pour les professeurs de l'université. Il faut aussi un statut spécial pour les enseignants du primaire et secondaire. Parce que ça, c'est l'enseignement de base. C'est la base. Hein? C'est la base des fossés, tout ce qui reste. Vous avez un bon élève au primaire, vous aurez un bon élève au secondaire. Vous avez un bon élève au secondaire, vous aurez un bon étudiant à l'université. Ça se tient. Donc, vous comprenez la tenue de ces deux examens, le TENAFEP et l'examen d'État pour les classes terminales. On doit le faire nécessairement? J'ai l'impression qu'on fait dans la précipitation. J'ai l'impression qu'on veut sacrifier la qualité au profit de la quantité. Déjà, en peu de jours, ils ont 3 mois de retard. Depuis qu'on a fermé au mois de mars, si on enlève les vacances, donc il reste 3 mois de reliquat pour terminer l'année. Et ils veulent nous les finir en quelques jours. Il y a un problème de qualité. La qualité va se poser, le problème de qualité. Nous sommes au mois d'août. Pourquoi on n'a pas pris août et fin septembre, au moins minimum 2 mois, pour récupérer les matières en retard et organiser les examens? Moi, je ne sais pas pourquoi on fait dans la précipitation en sacrifiant la qualité. Dans ce cas-là, nous aurons des étudiants qui auront leur diplôme d'État, mais nous aurons à l'université des étudiants qui ne comprendront rien parce qu'ils n'ont pas fait un bon cursus post-primaire, un bon cursus au secondaire. Il ne faut jamais sacrifier la qualité. L'enseignement, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Pati Katanga, c'est une question quand même de curiosité. Sur les réseaux sociaux, beaucoup disent que même si quelqu'un écrit avec des fautes d'orthographe, de grammaire et tout ça, cela importe quasiment pas parce que le message passe. Je voudrais avoir la réponse d'un intellectuel de mon pays. Est-ce que doit-on être focalisé sur les fautes d'orthographe, de grammaire ou focalisé sur le sens du message? Les deux. Les deux. Il faut savoir écrire et savoir passer le message. Je ne peux pas comprendre
qu'à l'université. Dans notre pays, c'est là, est vrai. J'ai des amis qui sont professeurs d'université. Et je regarde des fois quand ils corrigent les notes de leurs étudiants. Il y en a qui ne savent pas écrire. Ça pose un problème. Comment sont-ils arrivés à l'université? Il y en a qu'on peut recycler réellement à l'école primaire. Mais ils sont à l'université par le biais de la corruption, par le biais de points transmissibles sexuellement, par le biais de toutes ces antivaleurs. Nous sommes en train de tuer l'enseignement. Non, on doit apprendre l'écriture à l'école fondamentale, c'est-à-dire à l'école primaire. Lorsqu'on arrive en secondaire, on doit maîtriser l'écriture et les 4 opérations fondamentales d'arithmétique. Et faire étudier dans nos langues nationales. Beaucoup disent que le français est une langue importée, une langue des colons, une langue imposée, c'est pas notre culture. Est-ce que doit-on reformer ces secteurs? Parce que les réformes, c'est très difficile, on le sait. Est-ce que doit-on réformer l'enseignement en donnant cours dans les 4 langues, même jusqu'à l'université? Parce qu'on a vu sous d'autres cieux, comme au Kenya ou en Tanzanie, c'est le Swahili même à l'université. Doit-on revoir cette façon de faire les choses? Ce n'est pas mauvais de passer l'enseignement aussi, je dis aussi en notre langue. Mais on ne peut pas dire que on va enseigner nos enfants rien que dans nos langues nationales. Je dis, nos enfants sont appelés demain à être en concurrence avec les enfants d'ailleurs. Malheureusement, nous sommes dans la mondialisation. Si nos enfants ne peuvent pas maîtriser l'anglais, aujourd'hui c'est les Chinois. S'ils ne peuvent pas maîtriser les Chinois, après les études universitaires, ça poserait problème. Des cadres. Lorsqu'il faudra traiter avec les pays étrangers, on sera obligé d'importer des cadres. Non, il faut former, et dans notre langue, et dans les langues étrangères. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler de la CENI, du processus électoral. Vous le savez, il y a les 13, aujourd'hui les 13, on les appelle d'ailleurs les 13 parlementaires ou les 13 personnalités qui sont allés voir le président et d'autres institutions pour essayer de dégager, en tout cas, les zones d'ombre par rapport au processus électoral. Nous allons parler de cette audience que leur a accordée le président de la République et évidemment l'extrait de l'émission Table ronde de notre excellent confrère Ambroise Mamba par rapport à la CENI. Représenté par son porte-parole, l'honorable Délice Sanga, les collectifs des 13 personnalités issues des différents courants politiques a exposé au président de la République la pertinence de leur démarche sur le processus électoral pour la tenue des élections apaisées en 2023. Ces délégations avaient lancé le 11 juillet dernier un appel pour un accord afin de rapprocher les points de vue des uns et des autres autour de la question. Les 13 personnalités sont parties du constat que la classe politique est divisée à ces sujets, surtout au sein de la coalition au pouvoir, précise Juvenal Munobo, membre de ces collectifs. Il souhaite que les discussions portent sur le rétablissement du second tour de la présidentielle et la révision de la loi électorale. Signalant que cette délégation n'est pas un parti politique, mais un groupe hétérogène des membres issus de la société civile, de la majorité et de l'opposition. L'Église catholique, protestante, kimbanguiste et orthodoxe, vous savez que les 2 églises ont remplacé leurs délégués. Ça fait 4. Ça fait 4. Vous êtes 8. On peut estimer que les 4 en tout cas, il y a les opinions à notre niveau. En tout cas, c'est peut-être que les amis vont aussi évoluer. Quand nous avons déjà amorcé des discussions avec l'élite, je disais la question devient de plus en plus délicate. D'un côté, c'est les 2 défis en présence. D'un côté, il faut éviter le glissement. Au cas où nous serons dans l'impossibilité d'obtenir toutes les réformes, ce qui sera aussi raisonnable, mais nous voulons prioriser la recomposition de la CENI. Ça nous tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire, aujourd'hui, les législateurs prévoient 13 délégués, dont 6 pour la majorité, 4 pour l'opposition et 3 pour la société civile. Déjà un problème de départ. La société civile intervient comme arbitre du jeu électoral. Elle ne devrait pas avoir moins de candidats. Deuxième aspect, c'est dans l'architecture actuelle. Comment identifier la majorité? Vous savez que nous sommes passés de la majorité présidentielle à la majorité parlementaire. Nous sommes dans une situation de coalition. À l'époque, ça ne posait aucun problème parce que nous étions dans la majorité présidentielle. Donc les 6 revenaient de facto à la majorité. Mais aujourd'hui, la majorité n'est pas les FCC. La majorité parlementaire sur la base de la coalition, c'est FCC cash.
Comment vont-ils se partager? Ce ne sont pas nos oignons, mais nous montrons déjà des difficultés à venir. Ce sont des difficultés, c'est très fort. Voilà. C'est comme ça, nous disons prioritairement. Ça arrive de tirer les choses encore en longueur. Encore en longueur. Ceux qui préviennent les glissements. Voilà, savent de quoi ils parlent. Ah, d'accord. Voilà, savent parce qu'ils peuvent se compliquer la tâche, bloquer les indices. Non, non, nous ne donnons pas. Par exemple, il faut dire qu'on peut prendre 3-3. Non, non, vous prenez 1, nous 5. Alors ça peut être encore. Ça nous attend, c'est une autre crise. Pati Katanga, on a l'impression que les politiques congolais adorent les crises. Vraiment. Parce que déjà, nous sommes qu'en 2020. C'est vrai que les élections se préparent, mais aujourd'hui, on a l'impression, je peux peut-être me tromper, que tout est focalisé déjà sur 2023. C'est curieux. Alors que le président de la République avait été élu pour 5 ans. Il n'a même pas 2 ans au pouvoir. Il a un programme. Les Congolais l'ont élu pour résoudre, apporter des solutions à leurs problèmes. On a dit ici problème d'école, problème de santé. On a dit ici problème de sécurité. On pourrait peut-être y arriver. Notre pays est occupé des armées étrangères. Le président de la République a été élu pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais et non pour résoudre des crises politiques. Mais j'ai l'impression qu'on entraîne le président de la République dans les crises perpétuelles, de façon à ce qu'il ne puisse décliner son programme jusqu'en 2023. Pourquoi on veut organiser précocement une campagne électorale? Nous sommes à plus de 3 ans. Mais il veut simplement, les 13 personnalités veulent éviter, réfléchissons autrement, les 13 personnalités veulent éviter les erreurs de ces 3 élections déjà, 2006, 2011, 2018, 2019, c'était 19. Ils veulent éviter ces erreurs-là. Donc ils veulent, vous avez suivi avec le porte-parole d'Élysée Sanga, qu'ils veulent revoir ou revenir au 2e tour. Ils veulent la révision du loi électorale et la récomposition de la CENI. Vous êtes de cash. Quelle est votre position déjà par rapport à ces recommandations ou à ces souhaits de ces 13 personnalités? D'abord, ce problème est venu par le problème Malonda. On n'aurait pas assisté à cette histoire de Malonda-Ronsard. On n'aurait pas les 13 parlementaires. Enfin, ils ne sont pas tous parlementaires. Non, 13 personnalités. Mais quand cela ne tienne, l'idée n'est pas mauvaise parce qu'on doit faire un bilan. Le Congo ne peut pas s'installer dans un cycle permanent d'organisation d'élections chaotiques. 2006, pardon. On proclame le président Kabila, 2 armées se battent. L'armée de Kabila contre l'armée de Jean-Pierre Bemba. 2011, on proclame le président Kabila élu, Etienne Tshisekedi prête serment et dit que c'est lui le président de la République. 2018, on proclame au début 2019, Félix Antoine Tshisekedi élu président de la République, Fayulu continue à se dire que c'est lui le président de la République élu. Donc nous avons des problèmes. Si nous avons des problèmes, il faut commencer par résoudre ces problèmes. Pourquoi 3 cycles électoraux? Et en plus, madame, vous remarquerez que 2011 a été moins meilleur que 2006. 2018, ça me fait que c'est dégradé. Oui, ça fait que c'est dégradé. Sur une pente glissante, c'est dangereux. Nous devons d'abord commencer par apporter des réformes qu'il faut. Si on apporte des réformes, des transparences, pour que les scrutins soient transparents, pour qu'il y ait un contrôle du début à la fin, on fait des réformes qu'il faut pour rendre confiance aux acteurs et confiance aux Congolais qui vont élire les acteurs. C'est vrai que beaucoup ont déjà leurs yeux sur 2023 et on le sait, vous êtes proche de Vital Kamerhe. Selon leur accord de Nairobi, ça devait être lui le candidat de votre coalition pour 2023. Aujourd'hui, il est condamné à... Bon, il y a encore appel, mais pour la première condamnation, 20 ans. Comment ça va se passer 2023? Est-ce que vous y réfléchissez si la condamnation est encore appuyée pour le 7 août ou après le procès du 7 août? Est-ce que vous allez rester dans la coalition FCC Cash? Est-ce que vous allez trouver d'autres portes de sortie? Il faut toujours réfléchir pour. Comment ça va se passer? Politique fiction. Vous allez chercher un autre candidat pour 2023? Comment ça va se passer? Ça serait malhonnête qu'on dise qu'on n'y réfléchit pas. Aucun Congolais ne croirait. On y réfléchit, oui. On y réfléchit. La politique s'est nourrie de la réflexion. 2023, vous avez dit, on a signé à Nairobi qu'en 2023, ça serait Vital Kamerhe qui devait être candidat. Mais pour que Vital Kamerhe ait les chances de gagner en 2023, il faut que Félix Antoine Tshisekedi réussisse son mandat.
On peut avoir, dans l'hypothèse où le mandat n'est pas réussi, que les Congolais sont mécontents. On peut avoir 2023 avec le candidat Vital Kamerhe et puis il est battu. Parce que le mandat de Félix Antoine Tshisekedi n'était pas un bon mandat, les Congolais n'étaient pas contents, et au moment de vote, sanction. C'est pour ça que Vital Kamerhe a toujours travaillé dans le sens de la réussite du mandat du président de la République. Avec les détournements. Non. Ça, c'est quand même ça, pour la première fois qu'un directeur de cabinet d'un chef de l'État africain soit ainsi condamné, ainsi, je ne vais dire pas humilié, mais bon, c'est une première. C'est l'humiliation. C'est une première. Mais avouez que nous sommes dans le changement alors. Nous sommes dans le changement. Parce que vous dites que ça ne s'est jamais fait, ni ailleurs, ni au Congo. Mais aujourd'hui, l'état de droit, qui est le bébé de Vital Kamerhe et de Félix Antoine Tshisekedi, ah bah, peut-être à travers ce procès, on peut penser, on peut dire que nous sommes dans le changement. Et le changement, c'est en faveur de ceux qui ont gagné l'élection en 2018. Mais maintenant, Vital Kamerhe, puisque vous dites 2023, nous sommes en train d'y réfléchir. Vital Kamerhe, aujourd'hui, nous avons contesté le premier jugement. Nous avons interrogé appel. Nous sommes maintenant à la cour d'appel. Je pense qu'il ne peut y avoir que d'acquittement. Parce que si le procès en appel ne consacré que sur le droit, si on ne parle que du droit dans ce procès en appel, si on ne parle que du droit, Vital Kamerhe, son acquittement est inévitable. La coalition FCC cache. Nous avons suivi ce compatriote qui a dit que déjà pour la répartition des postes, vous devez en avoir 6 pour la majorité. Et cette majorité, c'est en 2 parties FCC cache. Mais vous n'avez pas la même proportion. Vous estimez que Cash doit avoir 3 postes aussi par rapport au FCC? Non, nous avons une autre approche. Nous disons qu'il faut les réformes, et d'ailleurs, c'est tant mieux. Le président de la République a rabroué la présidente de l'Assemblée nationale quand il a envoyé sa demande d'entérinement de Malonda à la présidence. Le président de la République l'a rabroué. Et très bien, c'était notre demande. Nous sommes pour les réformes d'abord, les réformes de fonds à apporter à la CENI. Après les réformes, nous sommes pour l'audit financier du CENI sortant. Parce qu'on nous a dit, les machines à voter, on nous a donné un prix. Et la Corée du Sud a communiqué pour donner le prix réel de machines à voter. Donc, quand on a fini les réformes, on doit auditer financièrement la CENI sortant, dont la CENI des Nanga, pour savoir les fonds publics étaient sortis. Qu'est-ce qui est devenu réellement ces fonds publics? Est-ce que ces machines? Est-ce que les processus? Est-ce que, quand on a fini d'auditer la CENI sortante, on va passer maintenant à la logique de choisir les animateurs. Le mode de choix des animateurs actuels de la CENI est dépassé. Est dépassé, vous devez faire autrement. Il faut faire autrement. Ok, nous allons parler de notre grand secteur, c'est l'économie. Vous le savez que depuis un certain temps, le dollar est en train de flamber. Donc les députés provinciaux qui ont 9 mois d'arriérés sont allés se plaindre chez le vice-ministre du budget qui les a reçus. Et évidemment, la BCC a parlé, a communiqué par rapport à la stabilité du franc congolais parce que le président de la République, après le tout dernier conseil des ministres, leur a vraiment pas donné l'ordre, mais vraiment leur a demandé de tout faire pour stabiliser la monnaie congolaise. Au cours de cette réunion, le comité de politique monétaire s'est apaisanti sur des solutions pouvant permettre à la RDC à stabiliser la perte des valeurs du franc congolais face au dollar américain. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, a proposé une recette qui s'articule notamment sur 3 volets. Primo, Deogracias estime qu'on devrait tout d'abord supprimer les paiements non prioritaires de l'État jusqu'à la résorption du déficit ou peut-être par intervalle, comme ce fut le cas en 2017. Il a aussi insisté sur l'amélioration des qualités de la dépense et dégager des marges budgétaires. Segundo, le numéro 1 de la BCC a proposé l'amélioration de la mobilisation des recettes. Pour cela, il demande la suppression de multiples taxes légales que celles illégales, sans ignorer la nécessité d'avoir une stratégie de concurrence fiscale par rapport aux 9 pays voisins. Tertio, le gouverneur de la banque, exhorte le pays à respecter la réglementation d'échange et du rapatriement des recettes d'exportation des sociétés minières.
À noter que toutes ces mesures sont à la portée des institutions de la République démocratique du Congo. Elles permettront au gouvernement de maximiser ses revenus afin de financer ses dépenses publiques et ses investissements. Jusqu'à ces jours, les membres du bureau des assemblées provinciales de la première législature ne sont toujours pas en possession des arriérés de leurs émoluments ainsi que leurs indemnités de sortie. Une délégation de ces députés provinciaux de 2006 a jugé bon de toquer à la porte du ministère du Budget. Au nom du patron du budget, Jean Baudouin Maillot, ces membres des bureaux des assemblées provinciales de 2006 ont été reçus par le vice-ministre du budget, Félix Momat. Benoît Mbayo, actuellement député national et chef de la délégation, revient ici sur l'objet de cette visite. Jusqu'à notre sortie, nous avons eu à encaisser des arriérés, des indemnités de sortie ainsi que des arriérés des salaires, des émoluments. C'est ainsi que nous avions initié un dossier, le dossier qui est dans le parcours, qui avait été satisfait à moitié et qui continue à être, à être exécuté pour finir avec le complément. C'est ainsi que, partant du temps, nous avons pris les dispositions de venir à titre de rappel voir son Excellence, Monsieur le vice-ministre du budget, pour ce dossier. Et nous en sommes sortis satisfaits par rapport aux démarches qui sont entreprises par le ministère du budget, qui est la clé du déclenchement des solutions quant à ce problème-là. C'est ainsi que nous l'avons donné tous nos remerciements par rapport au travail qui est fait dans le suivi de ce dossier. Pour rappel, ces députés provinciaux de la première législature réclament à l'État congolais le paiement de 6 mois d'arriérés de leurs émoluments ainsi que leurs indemnités de sortie. Pati Katanga, vous avez suivi le gouverneur de la Banque centrale. Il a donné des pistes de solutions pour essayer de stabiliser la monnaie congolaise. Supprimer le paiement des choses qui ne sont pas utiles et tout ça, parce qu'on doit vraiment maximiser les recettes, comme il a dit, mobilisation des recettes, réglementation de change et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique, selon vous, Pati Katanga, pour stabiliser le franc congolais aujourd'hui? La volonté politique est là, mais le cadre macroéconomique ne dépend pas forcément de nous. Ah, Matata avec le cadre. Mais comment lui faisait pour stabiliser? C'est la question que beaucoup de gens ont dit de vous poser. Comment Matata a stabilisé le franc congolais à son époque? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? À son époque, il stabilisait parce qu'on n'avait pas de Covid-19. On n'avait pas de Covid-19. On avait une réserve d'échange assez conséquente que votre président que votre allié a touché. J'allais en venir d'ailleurs parce qu'on dit que Vital Kamerhe a touché à la réserve stratégique. Est-ce vrai, est-ce faux? Vital Kamerhe n'a jamais rien touché. La preuve c'est qu'il n'a jamais rien touché. Qui a remis quelque chose à Vital Kamerhe? La question est mal posée. Mais le problème est là. Lorsque vous dites qu'on a touché à la réserve d'échange, il faut savoir que la réserve que le président Tshisekedi a héritée n'était qu'une réserve fictive. Je vais vous donner l'argument. Félix Antoine Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, on nous dit qu'il y a une réserve financière de 1,2 milliard, 1,3 milliard à peu près. Maintenant, vous avez suivi les fonctionnaires, vous avez suivi les députés depuis 2006. Première législature. Leur indemnité de sortie. Mais c'est le cas dans toutes les entreprises publiques. Les dettes dans les entreprises publiques, les dettes de l'État dans les entreprises publiques, Banque centrale a publié plus de 6 milliards de dollars. Maintenant, madame, vous avez 1000 dollars de salaire et vous avez 6 000 dollars de dettes. Est-ce que vous avez 1000 dollars? Vous avez moins 5 000 dollars que vous devez payer aux autres. Donc, on ne nous a pas laissé une réserve d'échange. On a laissé virtuellement une réserve. Mais en réalité, cette réserve n'en est pas une, d'autant plus que l'État a laissé la dette extérieure, la dette intérieure à plus de 6 milliards. On n'a pas payé les fonctionnaires depuis 4-5 mois. Ne parlons même pas des entreprises publiques. Là, on a vu les députés depuis... Ils sont en train de réclamer quoi? Les deniers publics, hein? On va payer sur quoi?
sur les deniers publics. Donc en réalité, la réserve dont on nous parle aujourd'hui, qu'on aurait laissée, n'en était pas une. C'était une vision de l'esprit. En réalité, on nous a laissé des dettes. Mais le problème de Cash, il n'a pas su communiquer. Il n'a pas su mettre en place un bilan, un audit, pour dire voilà comment j'ai trouvé le pays et quels sont les moyens à la disposition de l'État. Mais il y a quand même eu remise et reprise dans tous les ministères, dans certaines institutions. Eux, ils n'ont jamais contrôlé cela. C'est quand même grave. Hein. Puisque nous étions dans la première... Il y a quand même la Cour des comptes. Puisque nous étions dans la première passation du pouvoir. Ah, nous avons privilégié la paix. Ah, c'est l'excuse tout. Mais aujourd'hui, la paix... Nous l'avons privilégié la paix. Pati Katanga, la paix sans le pain, c'est pas la paix. Quelle paix vous voulez? Quand les gens meurent de faim, ils n'ont pas de paix. Quand les gens sont tués à l'Est, il n'y a pas de paix. Ça nous rattrape aujourd'hui. Quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas de paix. Je suis d'accord. De quelle paix vous voulez Ça nous rattrape aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle des dossiers Boukangalonzo, les dossiers FPI, les dossiers MIBA, les dossiers GECAMI, les dossiers... On veut que tous ces dossiers-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont passés dedans. Et il faut que les gens répondent, parce qu'il s'agit de l'argent public. Mais nous avons comme on a condamné Vital Kamerhe, vous plaidez pour qu'on réouvre certains dossiers. Non. Et pourtant, le président avait dit qu'on n'allait pas fouiner. Tout ça, c'est le passé, en fait, à Boula Rasa. Non, vous voulez soulever d'autres dossiers parce que le vôtre est en prison pour 20 ans? Ce n'est pas ça. Nous sommes arrivés pour faire l'état de droit. C'était le changement. La ligne maîtresse, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, aucun citoyen ne peut être au-dessus de la loi. Les magistrats doivent être courageux. Constitutionnellement, ils sont indépendants. Maintenant, Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe sont arrivés et leur ont donné l'indépendance réelle. Avant, ils n'avaient pas l'indépendance réelle. Maintenant, ils ont l'indépendance réelle. Donc, les Congolais attendent d'eux de prouver qu'ils sont dans la dynamique de l'état de droit. La dynamique de l'état de droit, c'est traiter les dossiers Boukangalonzo, c'est traiter 32 millions de la SNEL, c'est traiter les problèmes de FPI, 40 millions de SNCC, Kyungo. Kyungo a commencé. Il y a beaucoup de dossiers. 400 millions, Kyungo a commencé, vient de parler. Ben, il faut traiter le problème de Gopas, aéroport modulaire. On peut continuer comme ça. Citez-nous, le Congolais, on a tendance à oublier. Citez-nous un peu ces dossiers qu'on doit revoir. Je continue? Je vous en prie. Ok, donc Boukangalonzo, 32 millions de la SNEL, FPI, 400 millions SNC, Kyungo, dernièrement. Gopas, aéroport modulaire, redevance logistique terrestre, perçue par la SONAS, perçue par l'ONATRA, pardon, 100 millions de dollars. Le rapport d'audit fumant à la SONAS. La SONAS, il y a eu des détournements de ce qu'on appelle impôt, comment on appelle ça encore, l'impôt qu'on prélève quand on achète. Donc, il y a eu des détournements en ce qui concerne cet impôt-là. Et il y a problème de GECAMI, il y a problème de MIBA, il y a problème de fibre optique, il y a problème d'assassinat, on ne va pas parler. Bon, là, on veut dire qu'il y a problème. Bon, il y a beaucoup de dossiers. Donc aujourd'hui, si on doit réouvrir ces dossiers-là, on risque de casser cette coalition, parce que beaucoup sont du FCC Cash. Comment ça va se passer si on réouvre tous ces dossiers? Votre coalition risque d'être fissurée. On a dit l'état de droit, non? On n'avait pas compris? On a dit l'état de droit. L'état de droit n'est pas négociable. On ne négocie pas l'état de droit. Ou c'est l'état de droit, ou c'est l'état de privilège. Alors dans ce cas-là, Vital Kamerhe est victime d'un complot politique. On veut faire l'état de droit, mais faisons-les correctement. Pour tout le monde. Ok, faisons-les correctement. Les dossiers sont là et j'en ai pas cité tout. Parce qu'il y en a une litanie de dossiers qui ont plongé notre pays dans l'état financier dont il se trouve aujourd'hui. Quand on dit dollar, le gouverneur de la banque doit être courageux. Il doit dire, à part les mesures qu'il propose, je suis d'accord, réduction des trains de vie de l'État, tout ça, je suis d'accord. Mais le gouverneur de la banque doit nous dire, chaque mois ou peut-être chaque semaine, on déclasse les billets périmés. Les billets périmés. La Banque centrale les déclasse et vont à la destruction. Il y a des circuits parallèles, on retrouve ces billets périmés. Madame, allez faire l'échange au coin chez les échangeurs de coin. Vous allez trouver que dans le billet qu'on va vous donner, il y a des billets périmés. On recycle les billets destinés à la destruction. On les recycle par des circuits parallèles et ça revient sur les circuits économiques. Ça vient perturber la stabilité monétaire. Nous allons toujours rester dans le secteur économique. Nous allons parler toujours de cette conjoncture économique. C'est vrai que Pati Katanga, tout aujourd'hui, c'est la Covid qui paye le pot cassé. Je me permets cette expression parce qu'aujourd'hui, on a trouvé l'excuse mondiale, la Covid. Aujourd'hui, si tout ne marche pas, c'est la Covid.
Donc, on va essayer d'en dire un peu plus. Et évidemment, nous allons suivre la réaction d'un compatriote par rapport à la situation économique. Nous avons décelé quelques anticipations malheureuses au niveau du marché. Il y a des opérateurs qui ont bénéficié de la suspension de paiement de certains impôts dans le cadre de la préservation de l'économie nationale par rapport aux effets néfastes de la Covid-2019. Mais les prix sont en train de flamber en même temps. D'une part, il y a des exonérations, des allègements que l'État a accordés. D'autre part, les prix sont en train de monter quelque part. Nous ne jouons pas franc jeu. Nous voulons inviter, le gouvernement invite tout le monde à observer une attitude patriotique. Par rapport au dossier du secteur minier, le ministre des Mines rassure le gouvernement ainsi que l'opinion, tant nationale qu'internationale, que la production minière, heureusement, n'a pas été affectée par la Covid-19. Nous voulons en cela féliciter nos opérateurs du secteur minier et les encourager à produire davantage, en même temps que le cours de nos matières premières d'origine minérale se porte bien sur le marché international et que les Congolais n'ont pas à paniquer. D'ailleurs, le taux d'échange qui bouge tout le temps aussi dépend pour beaucoup aussi des incertitudes que quelques malins voudraient créer dans l'environnement sociopolitique et économique de notre pays. Mais le gouvernement a tout cela en maîtrise. Vous rassure que ça va aller d'ici là. Bien que le ministère de l'économie soit un ministère transversal, qui lorsque au niveau d'un secteur il y a dysfonctionnement, il y a des retombées négatives sur l'économie du pays. Et ça, tout de suite, un Congolais moyen voit Madame la ministre de l'économie nationale. Et c'est vrai, nous comprenons cette douleur-là, mais les Congolais doivent savoir qu'il y a une ordonnance qui répartit les attributions du ministère. Donc l'ordonnance du chef de l'État du 27 mars 2020 attribue à chaque ministère ses attributions. Lorsque vous prenez les attributions du ministère des Finances, vous verrez que c'est elle qui a la politique monétaire du pays et la Banque centrale qui gère la monnaie, la politique monétaire du pays, pas le ministère de l'économie nationale. Et donc, vous vous rappellerez même que dans le conseil des ministres du vendredi passé, le chef de l'État a instruit au gouvernement et à la Banque centrale. Donc, c'est le ministère des Finances. Madame, je vous demanderai de poser la question au ministère des Finances. Cette situation, effectivement, a des retombées très très négatives sur l'économie nationale. Et c'est cela, le peuple congolais, quand il voit ça, et ils savent tout de suite, ils s'adressent au ministre de l'économie nationale. Je vous dis, madame, la ministre de l'économie nationale a fait un travail jusqu'à obtenir le rabais du prix du carburant à la pompe. Mais le peuple congolais ne savent pas ressentir ça. Parce que les dollars sont en train de monter. Et donc, ils ne savent pas ressentir ça parce que les dollars, il y a dépréciation de la monnaie, il y a le hausse des prix des produits de première nécessité. On ne sait plus ressentir ça à cause du dollar. Donc, c'est vrai, la situation, elle est là, mais madame la ministre de l'économie nationale ne s'occupe pas du taux de dollar en République démocratique du Congo. Celui qui s'occupe du taux, c'est le ministère des Finances et la Banque centrale qui doivent travailler pour ça. Pati Katanga, vous avez suivi Robert Urobi Kaenga qui parlait des attributions des ministères. Est-ce qu'il y a une certaine confusion dans la tête des Congolais par rapport à l'attribution du ministère de l'économie? Bon, moi je ne sais pas s'il y a une confusion dans la tête des Congolais, mais je pense... Moi, par rapport au taux de dollar, par exemple, il a dit, vous l'avez suivi, il a dit, c'est pas la ministre de l'économie, la pauvre, permettez, ce n'est pas elle qui fixe les taux du dollar ou l'inflation, voilà quoi. Le taux n'est pas fixé même par le ministère de Finances. C'est pas les... du tout. Non, c'est le marché qui fixe le taux. Ah, même le ministère des Finances n'y est pour rien. C'est le marché qui fixe le taux et le ministère des Finances et la Banque centrale viennent réguler. C'est différent. Réguler. Réguler. Si vous n'avez pas de dollars dans la Banque centrale, pour mettre sur les marchés, de façon à stabiliser la demande,
Parce que la demande en dollars, on importe tout. Et on importe en dollars. Et donc les importateurs, ils ont besoin de dollars lorsqu'ils vendent ici. Ils vendent en francs congolais. Et ils ont besoin de dollars. Lorsque le dollar est à la banque centrale, ils vont à la banque centrale avec le franc congolais. On leur donne l'équivalent en dollars, ce qu'ils ont besoin pour leur importation. Mais s'ils vont à la banque centrale avec les francs congolais et qu'ils n'ont rien à la banque centrale pour avoir l'équivalent en dollars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se ravitailler sur le marché parallèle. S'ils vont sur le marché parallèle ne dépend pas de la banque centrale ni du ministère des Finances. Le marché parallèle dépend de l'offre et de la demande. Tout simplement. On vient chercher le dollar, il n'y en a pas. La conséquence logique, ce qui est rare et cher, et donc le dollar monte. Mais si on vient se ravitailler, le dollar existe, on amène les francs congolais, les dollars autant qu'on veut, et le dollar existe. Le dollar est stabilisé parce qu'on a les dollars sur les marchés. Enfin, le franc congolais est stabilisé. Le franc congolais est attaqué par la spéculation et aussi par la faiblesse de notre économie. Nous devons comprendre que tant que nous ne changerons pas les fusils d'épaule, nous allons continuer à mais le ministre des années. Le ministre du budget, Bodo Mahuet, dit qu'on ne joue pas franc jeu, parce que si nous l'avons suivi, il a dit par exemple que la production des minerais n'a pas été affectée par la Covid-19. Et pourquoi il y a, par exemple, cette flambée des prix? Donc il y a quelque chose, il n'y a pas franc jeu, il y a ces opérateurs économiques qui sont en train de rouler l'État congolais. Oui, il y a aussi ces problèmes-là des opérateurs économiques qui roulent l'État congolais parce que, d'après la nouvelle loi sur les mines, le nouveau code minier, ils doivent rapatrier un certain pourcentage lorsqu'ils vendent. Et j'ai suivi que ce n'était pas fait jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi, on ne peut pas dire que les secteurs n'avaient pas été touchés par le Covid-19, ce n'est pas sérieux. La Chine a été à l'arrêt. Le principal importateur de non-minéraux, c'est la Chine. Et la Chine est restée à l'arrêt. Lorsque l'usine est à l'arrêt, mais votre produit, mais il attend jusqu'à ce que l'usine réparte. Comme nous, on n'a pas d'usine. Nous, on n'a pas d'usine, malheureusement. Voilà pourquoi il faut créer des usines chez nous. Voilà pourquoi il faut diversifier notre économie, notamment dans l'agriculture. Si nous commençons à consommer congolais, à produire congolais et à consommer congolais, on n'aura pas besoin de dollars. Il nous a demandé, pas de panique, ça va aller, l'État est là. Ça avait énervé beaucoup de monde, hein? Beaucoup. Sur la toile surtout, beaucoup de gens étaient énervés par cette phrase. Vous êtes un intellectuel, est-ce que c'est pas du populisme, dire aux gens de ne pas paniquer, dire aux gens d'être calmes, que l'État est là? Bon, c'est un langage, c'est un purement responsable. politique. Le ministre ne peut pas dire paniquer, soyez paniqués, l'État n'est pas là, on ne peut pas dire, on ne peut que dire ça. Mais en France, on appelle ça la langue de bois. Les Congolais sont en train de tirer le diable par la queue. Les Congolais, tous les jours, sont en train de tirer le diable par la queue. Manger, c'est un problème. Se vêtir, c'est un problème. Se nourrir, c'est un problème. Le courant électrique, c'est un problème. L'eau est un problème. Tout est problème. L'Internet, c'est un problème. Oui, et c'est angoissant. Il y en a même qui meurent de... Avec le dossier de la fibre optique, c'était encore combien le détournement de la fibre optique? Fibre optique, c'était... il faut suivre les dossiers, mais il y a eu des détournements énormes. On n'a pas la 4G de toutes les façons. Non, on n'a pas. Et on devait... Fibre optique, on devait aller vers l'Est, aller vers l'Ouest, mais on n'a fait qu'une partie. Si vous allez vers l'Est, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas longtemps, on a dit que le câble a été sectionné, on a entendu que ce soit l'Afrique du Sud qui vient nous ravitailler. Parce que nous n'avons qu'une seule jonction, on quitte Matadi, on arrive à Kinshasa, on va à Lubumbashi. On n'a pas fait Bandundu, on n'est pas rentré dans Kisangani, on n'est pas rentré dans le Grand Équateur. Ça a été prévu, l'argent a été disponibilisé. Il faut que les juges soient courageux, les dossiers sont publics. Et maintenant que nous voulons l'état de droit, alors faisons l'état de droit. Il ne faut pas chercher un cobaye, d'autant plus qu'on n'a aucune preuve qu'il a détourné quoi que ce soit. On n'a donné aucune preuve matérielle. On veut donner. Depuis que Vital Kamerhe est en prison, on a encore arrêté qui? Ça, c'est pas l'état de droit. Vous voulez l'état de droit? Allons-y. Mais on a arrêté, par exemple, après Vital Kamerhe, on avait arrêté la DG de la DGRK, Mme Rita Bola, non? Ah, mais il a été libéré. Et à ce qui concerne le Blattner. Liberté provisoire, on le sait. Non. Blattner, le tribunal s'est déclaré incompétent. Je ne pense pas le tribunal, c'est la cour. La cour d'appel de la Gombe. Vous sentez cette injustice, selon vous, que Vital Kamerhe, c'est un harcèlement, on veut le faire disparaître politiquement? C'est ça votre lecture? On veut régler le compte à un adversaire politique. Ça, c'est clair. Face à un complot politique. Et le complot apparaît au grand jour. Le complot n'est plus à cacher. Tenez.
Chadari, vous avez suivi. Ils étaient faire le sit-in là-bas, le jour où on a arrêté tout. La nuit là, ils sont rentrés dans leur siège de rue Pombo. Bichon de Tokangi et tout ça. La déclaration elle est publique et tout le monde peut le consulter. Veka est victime d'un complot politique. Vital Kamerhe est victime d'un complot politique. Et on peut ne pas l'aimer. Le problème, ce n'est pas d'aimer Kamerhe ou de ne pas aimer Kamerhe. Le problème, c'est les droits de tout Congolais. En ce qui concerne l'état de droit, personne ne peut être au-dessus de la loi. On ne peut pas monter un coup politique face à un adversaire pour essayer de l'éliminer. Mais Vital Kamerhe reste fort. Il peut répondre. Ce procès-là, regardez ce que ce procès-là a produit. Vous avez nos compatriotes de l'Est qui disent que Vital Kamerhe est innocent. Et vous avez nos compatriotes de l'Ouest, en grande partie je vais dire, hein, vous avez nos compatriotes de l'Ouest qui disent qu'il est innocent, qu'il est coupable, et en grande partie nos compatriotes de l'Est qui disent qu'il est innocent. Ça crée une fissure inutile, une cassure inutile, on n'en avait pas besoin. Nous allons aller à l'Est. Voilà pourquoi la Cour d'appel ne peut se prononcer que sur les droits, et rien que le droit, pas sur une parodie de justice. C'est une forme de chantage que vous faites aussi à la justice pour dire que Vital Kamerhe risque de déstabiliser l'Est. Non. Nous allons en parler tout à l'heure parce que nous allons à l'Est parler de la tuerie de 12 personnes à Sangué. Hein, jusque-là, en tout cas, je ne sais pas si on a déjà arrêté ce soldat qui a tué en état d'ivresse 12 compatriotes. Et nous allons parler aussi de la journée des morts. Vous le savez, le 1er août, ce samedi, nous avons célébrer nos morts et nos vivants. Et voilà, donc je profite de l'occasion pour me commémorer ce souvenir de mes parents. Merci à Pauline Kimuntu Kembo et merci à Yvon Kimpiob. Donc, dernier dossier, mesdames et messieurs. C'est une ambiance particulière qui a régné ce week-end à travers la ville de Kinshasa. Dépôt des gerbes et des fleurs, pleurs, quelques travaux d'assainissement, comme nous les démontrent ces images, ont caractérisé ces jours au cimetière de la Gombe. Les gens venus de partout, dont le seul but de se recueillir sur les tombes de ceux qu'ils considèrent comme des êtres chers. Une façon pour eux de montrer leur attachement à ceux qui les ont quittés. Nous sommes là pour Datoya Kobongisa d'abord. Ndengomoni bandekona bazosala bawe na biso bango bazaki cher na biso ba notambola lokola biso toyeto bongisa bango ba place na bango oya libela. Après eloko moko salinga choc eza que quand je viens entrer et le week-end j'étais comme vous, donc c'est-à-dire que oya place na biso nyo surtout ndelo bazate yona tout ça la moto ko bongisa sika bazali pour biso pe to na kanzela wana. Yaki ko bongisa ko sukola tombe ya papa nangai penatikele ba fleur en guise de reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi. Occasion pour le missionnaire de l'église Kanona, Franck Mokadi, de lancer un appel au chef coutumier sur la valorisation des cultes des ancêtres. Nous devons mettre l'accent au culte des ancêtres et je demande au grand chef coutumier de promouvoir, d'aider la jeunesse, de faire augmenter les champs de connaissances de la jeunesse au culte des ancêtres et au respect de la loi de la nature, au respect de l'esprit de la terre, pour avoir une génération de jeunesse qui sera sans trahison, sans tribalisme, sans la haine, une jeunesse sans père. Rappelons que la date du 1er août est également consacrée à la célébration de la fête des parents. L'incident malheureux s'est produit la nuit de ce jeudi vers 20h local à Sangué dans la plaine des Ruzizi en territoire d'Uvira au sud Kivu. Le bourreau serait un militaire des FRDC en état d'ivresse qui a tiré à bout portant plusieurs balles sur certaines personnes habitant dans les quartiers Kinanira et Rutanga. Bilan provisoire, 12 morts et 9 blessés. D'après le chef de la cité des Sangué, plusieurs coups de feu étaient encore entendus ce vendredi dont l'origine restait à déterminer. Le jeune en colère ont traqué tout militaire à travers la cité. Ils ont même barricadé la route nationale numéro 5 à plusieurs endroits empêchant toute circulation des véhicules. Pris de compassion, le chef de l'État condamne avec fermeté cet acte ignoble et présente ses condoléances aux familles éprouvées, annonce un tweet du service de communication de la présidence. À Sangué, le manifestant exige la descente sur place du gouverneur de la province du Sud Kivu avant l'inhumation des victimes de ces crimes odieux.
Pati Katanga, nous nous sommes souvenus de nos morts. Est-ce que vous avez une pensée pieuse pour quelqu'un de précis? Oui. Ma mère, mon père et ma fille. Le seul enfant que j'ai perdu dans ma vie. Oh, désolé. Oui. Cléopâtre Katanga. Okay. Cléo. J'espère qu'il repose en paix. Mais c'est vrai que cela relance aussi la problématique de nos cimetières, ici à Kinshasa. C'est vrai que la Gombe, ça va un peu et tout ça, mais il y a des cimetières qu'on a désaffectés, comme le cimetière vers Kasavubu. Après combien de temps on peut désaffecter un cimetière? La loi parle de 50 ans. Après les derniers enterrements. 50 ans après. Mais on remarque que on affecte, on vient lotir sans déterrer on doit déterrer. On doit déterrer les ossements, les restes. Mais je ne sais pas si ça s'est passé vers Kasavubu. En Ngiringiri, on a loti. On a loti. Le bon exemple, c'est Ngiringiri, on a loti par Papa Kiuta. Comment il s'appelait le gouverneur, l'ancien Kiuta. On appelait... Je sais pas. Bon, ça fait longtemps. Mais vers Kinsuka, vers le cimetière de Kinsuka, il y a aussi des habitations qu'on avait cassées à un moment. Oui. Cimetière de Kitambo aussi. Et, bon, vers Mbenseke, on a vu comment ça s'est... On va s'étonner, nous sommes dans la dépravation. Ça s'est écroulé avec les pluies vers... Nous sommes dans la dépravation de mœurs. Nous ne respectons plus les morts. Nous n'avons plus d'interdit. C'est ça notre pays. Aujourd'hui, n'ont pas de cimetières. Au moins, les morts, eux, sont morts. De toute façon, ils ne reviendront plus à la vie. Paix à leurs âmes. Mais regardez ce qui se passe. Pas d'interdit. L'insécurité. Et nous allons terminer par cette tuerie à Sangué. Un militaire ivre qui abat 12 personnes. La question, est-ce que les militaires doivent se promener armés dans la ville? C'est ça la problématique, en fait. C'est toujours comme ça se passe aux États-Unis, on le sait. Quand quelqu'un tue, ça ressoulève la problématique de port d'armes. Aux États-Unis, c'est légal d'avoir son arme. Mais ici, par rapport aux militaires, doivent-ils se promener armés dans la ville? Il y a un problème de formation, madame. Moi, je ne sais pas s'ils doivent se promener armés ou pas. Il y a un problème de formation. Est-ce que nos militaires sont correctement formés? Et avec les histoires de brassage, c'est vous les maïmaï, de mixage. C'est vous les maïmaï qui... C'est pas nous. C'est au fur des dialogues successifs, en cherchant à trouver la paix. Provisoirement, on a intégré tout le monde. On a intégré tout le monde et souvent on a intégré des gens qui sont venus d'ailleurs, qui n'étaient pas congolais, par le biais de rébellions successives. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 2 août. Je vous interromps un peu. Oui. C'est le 2 août, j'allais oublier. Une date mémorable. C'était le début des hostilités. RCD, Maï-Maï. C'était quoi les Maï-Maï par rapport à cette date? Ça vous rappelle quoi, la date du 2 août? Maï-Maï, c'est la résistance. Maï-Maï, ce n'est pas la rébellion. La rébellion, c'est RCD. La rébellion, c'est MLC. La rébellion, c'est RCD-KML. La rébellion, c'est RCD-N. Maï-Maï, c'est la résistance. Là où il y avait carence de l'État, là où il y avait carence dans notre armée, les Maï-Maï se sont soulevés parce qu'à l'Est, les armées qui sont venues d'ailleurs sont venues enterrer même les femmes vivantes. On a enterré les femmes vivantes à Mwenga, on a enterré les femmes vivantes à Makobola, dans le territoire de Fizi, et les Maïmaï étaient là pour faire la résistance, à l'instar de la résistance française. Les Maïmaï, c'était la résistance, pas pour occuper leur propre pays. Parce que les Maïmaï ont pour idéologie que l'intégrité territoriale de notre pays, son indépendance et son indépendance, son intégrité et sa souveraineté ne sont pas négociables. Ni aujourd'hui, ni demain. Le 2 août 98, vous vous rappelez où vous étiez? C'était comment à l'Est de la République? Puisque nous, ici, les 2 août, on n'a plus vu les Banyamulenge dans la ville de Kinshasa, ils étaient tous partis. Le 2 août, on s'est réveillé sans Munyamulenge, entre guillemets, dans la ville de Kinshasa. Mais comment ça s'est passé? Vous étiez où? Ça se passait où? Comment ça se passait à l'Est de la République? Vous avez une idée? Ils étaient en train de préparer un coup. Et Laurent Désiré Kabila avait l'information. Mais il n'avait pas le moyen de... Lui-même, il les avait amenés jusqu'ici. Et ils avaient goûté au miel. Lui-même avait dit qu'ils avaient goûté au miel. Et il ne voulait pas partir. Parce qu'il savait que Laurent Désiré Kabila n'avait pas encore mis en place une armée capable. Donc ils pensaient qu'ils allaient faire un coup d'État. C'est pour ça que de l'Est, là, l'avion va amener les militaires jusqu'au camp, au centre de formation de Kitona. C'est de Kitona qu'ils vont progresser vers Kinshasa. Parce que le pouvoir se trouve à Kinshasa. Et ils ont trouvé la résistance de Kinois. Ils ont retrouvé les Congolais, nous, les Maïmaï. On appelle les Congolais de la Tchango. Ce sont des Maïmaï avant-gardistes.
Mais le problème ne sont pas sortis. Regardez les tueries à l'Est. C'est la pratique. Hein? Là, on a parlé des Sangué. Mais Kipupu. 220 morts. Mais on a dit que c'est pas encore vrai. Les gens disent que bon, c'est un peu de la manipulation parce que il n'y a que quelques dizaines de corps. Permettez vraiment l'expression, mais les disparus, on n'est pas très sûr qu'ils sont morts. Le D115, on n'est pas très sûr qu'ils sont morts. Kipupu, c'est dans les territoires de Mwenga, c'est dans notre pays. Et il y a un colonel qui a fait défection à Walikale au Nord Kivu, que vous appelez. Si on dit, nous sommes contre le Banyamulenge. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas contre le Banyamulenge. C'est peut-être nos compatriotes. Mais nous sommes contre celui-là qui est venu, qui a quitté Walikale. Un colonel Munyamulenge qui est venu monter des milices à Mwenga. Et ce sont ces milices-là qui sont allées à Kipupu perpétrer des massacres. Personne n'a pas dit, on ne sait pas. C'est comme si la vie des Congolais n'avait aucun intérêt. Non, on a tué à Kipupu. Et la MONUSCO n'était pas loin. La MONUSCO était à moins de 15 km. Et il y avait une unité de FARDC. Et cette unité a quitté Kipupu il y a quelques jours. Qui a donné l'instruction? Qui a donné l'ordre pour que cette unité de FARDC? Et les massacres ont eu lieu. Les massacres ont eu lieu. Ces milices étaient sous commandement de ce colonel-là. Nous sommes à la fin, merci. Nous avons quand même eu le message de compassion du chef de l'État. Je crois que ces 12 compatriotes ont été enterrés ce samedi, si je ne me trompe pas. Vraiment, que l'Est de la République retrouve son calme et sa beauté d'antan. C'est vraiment la Suisse, hein. Il y a des parcs, tout est merveilleux à l'Est de la République. Il faut résoudre les problèmes, notamment le problème de la commune rurale de Minembwe. Le problème est parti là. Commune rurale de Minembwe. Il y a un arrêté ministériel qui a créé en 2013 la commune rurale de Minembwe. Qui est aujourd'hui territoire, non? Non, c'est pas un territoire aujourd'hui? Cette commune rurale a pris beaucoup de territoires, notamment le territoire de Mwenga, les territoires de Fizi, qui font partie de... et aussi Ouvira. Et donc, on nous implante, on nous supplante les populations qui viennent d'ailleurs. Toutes ces tueries, c'est pour créer la panique. Que les gens quittent leur terre et nous supplanter des populations qui viennent d'ailleurs dans le but de la balkanisation du Congo. Il y a déjà un évêque congolais qui a sonné le glas, qui a déjà sonné l'alarme par rapport à ce repeuplement de nos terres vidées de leurs habitants. Merci Pati Katanga d'être passé à la barre, merci. Le rendez-vous est pris pour le 7 août pour le procès de Vital Kamere. Merci à tous ceux qui me suivent sur ma page La Lyon Info. Donc, merci à toi, Félix J. Kouete. Merci à tous mes followers. Merci aux téléspectateurs de Congo Web Télévision, téléspectatrices. Merci à Moïse Gigandou, Frédéric Kipimo et à mon monteur tout à l'heure. Merci à vous tous et le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.